lundi 22 juin, bonsoir, bienvenue dans votre édition d'information à la une ce soir. Nous l'avions rencontré il y a quelques jours à l'occasion de la réouverture du site des Trois Cascades. Hier, Jacques Maouri, un quinquagénaire, a perdu la vie après avoir reçu un coup lors d'un rassemblement de car audio dans la vallée de Fa'aroumey. Selon les premiers éléments, l'auteur serait un adolescent de 14 ans et la soirée se serait déroulée sur fond d'alcool. Soulagement pour Aline après 5 ans de combat judiciaire avec le CHPF. Veuve d'un patient décédé pendant la crise Covid, elle obtient gain de cause devant la Cour administrative d'appel de Paris. Pas de faute médicale retenue, mais une faute de procédure. Explication à suivre. Un accueil digne d'une reine pour celle qui porte la couronne de Miss France. Hina Opoku Devez est de retour pour le sacre de la prochaine Miss Tahiti. Séquence retrouvailles à l'aéroport avant l'élection qui se tiendra ce week-end à Pire Air. Un drame survenu hier soir dans la vallée de Fa'aroumey, site des Trois Cascades. Un quinquagénaire est décédé après avoir été frappé par un jeune de 14 ans. Les faits se seraient déroulés sur fond d'alcool lors d'un rassemblement de car audio. Une situation face à laquelle le maire de la commune se dit démuni. Samtei Naouré, Heirouatouahou. Je viens ici pour regarder les cascades. Il y a quelques jours, Jacques Maouri dit Siki se réjouissait de la réouverture du site des Trois Cascades. Hier, il avait été retrouvé inconscient ici, entouré de 5 personnes, dont un jeune de 14 ans qui lui aurait donné un coup de pied mortel à la tête. Quasiment tous les week-ends, des personnes se rassemblent sur ce site pour s'alcooliser en écoutant de la musique provenant de cars audio. Le maire de Hitiaotera a fait installer de grosses pierres le long de la route d'accès aux Trois Cascades pour empêcher les regroupements de cars audio. Des cars audio qui, jusqu'à maintenant, n'ont jamais généré de bagarre. Pour l'instant, ça va. C'est calme dans la vallée de Popeno. Ils vont dans la vallée de Popeno ensemble avec des jeunes de l'extérieur. Il n'y a jamais eu de bagarre pour le moment. Mais Fa'aroumey, c'est peut-être l'alcool aussi. Peut-être il y a des stupéfiants. Je ne peux pas dire aussi ça. Hein. Bon, avec les jeunes, et en plus, c'est un jeune de Hitia. C'est un jeune de Hitia qui a donné un coup de pied sur cette personne de Fa'aroumey. Ce sont des jeunes de la commune de Hitiaotera. Le jeune âgé de seulement 14 ans serait toujours en garde à vue. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Selon un des participants au regroupement, la victime était inconsciente quasiment 1 heure avant que les secours aient été prévenus. Des secours qui auraient eu des difficultés à se frayer un chemin vers la victime pour lui porter assistance. Le maire a fait installer ces grosses pierres pour empêcher les regroupements sauvages sur fond d'alcool, de musique trop forte, de drogue et parfois de bagarre. Une bagarre hier qui a conduit au décès d'un homme de 57 ans. Sa fille militaire a été avertie hier, jour de la fête des pères, du décès de son papa. Autre fait divers, mis à Raiatea, un homme a disparu depuis lundi dernier, une semaine après. Malgré une forte mobilisation des secours, des autorités et de la population, il reste introuvable. Les détails avec Rouni Moufat. Depuis une semaine, le nom de Heirani Tarouaoura est sur toutes les lèvres à Raiatea. Ce jeune homme, apprécié de tous, a disparu sans laisser de traces. Un avis de recherche diffusé sur les réseaux sociaux a suffi à déclencher une chaîne de solidarité sans précédent. D'après les infos qu'on a eues, son téléphone serait sur cette zone-ci, donc on est en train de chercher son téléphone. Donc on est là pour aider, essayer d'apporter ce qu'on peut apporter comme aide pour pouvoir essayer de localiser Heirani. C'est pas quelque chose qui lui ressemble? Non, du tout, ça lui ressemble absolument pas. Quelqu'un qui était toujours joignable, qui était toujours prévenant, prêt à rendre service à tout le monde et non, ça lui ressemble vraiment pas. Dans les airs, un hélicoptère quadrille les zones où le téléphone portable de Heirani a été géolocalisé pour la dernière fois. Au sol, gendarmes et policiers municipaux battent le terrain côte à côte. Les gendarmes sont dessus parce qu'on a une première géolocalisation qui est générale et là on va avoir les renseignements un peu plus précis avec la gendarmerie. Il y a la municipalité, il y a des amis, des chasseurs et en même temps on essaie d'avoir les renseignements au niveau de Vini et de la Socredo pour avoir des renseignements et qu'on puisse mettre
les recherches sur la vidéoprotection. Au-delà des forces de l'ordre et des services de secours, c'est tout un réseau d'amis, de collègues et de proches qui s'est spontanément organisé, des hommes et des femmes venus de Raiyatia et de Ta'a, déterminés à ne laisser aucune zone sans réponse. Depuis le LEP, on a commencé à monter avec un collègue Thomas, hein, et puis des collègues qui viennent de Ta'a. Et qu'est-ce que ça a donné? On n'a toujours pas retrouvé le copain, hein. Voilà, pas de traces, pas de signes qui montrent qu'il est toujours en vie, le copain. Pour l'heure, toujours pas de traces de Heyrani. Une nouvelle piste est désormais à l'étude. Les équipes de recherche tentent de retrouver le chauffeur d'un véhicule qui aurait été aperçu en compagnie du jeune homme le jour de sa disparition. Les recherches continuent dans l'espoir de retrouver Heyrani sain et sauf. 5 ans après le décès d'un patient pendant la crise Covid, le CHPF a été condamné pour faute de procédure. La Cour administrative d'appel de Paris lui impose de verser plus de 600 000 francs à la veuve du défunt. La famille n'aurait pas été suffisamment informée avant la mise en place d'une sédation profonde. Une affaire révélée par nos confrères de Tahiti Info sur laquelle reviennent ce soir Thomas Chabrol et Veitari Nauta. Le soulagement après un combat judiciaire de près de 5 ans. Aline Ly a perdu son mari le 2 septembre 2021. L'homme âgé de 71 ans est décédé au CHPF à peine 48 heures après avoir été hospitalisé pour une infection au Covid-19. Elle porte plainte contre l'hôpital et elle obtient le dossier médical. C'était inadmissible quand même parce que quand on transfère quelqu'un à l'hôpital, c'est pour être soigné. Et non pas pour te dire en conclusion qu'il est en soins palliatifs au bout de 24 heures, surtout avec quelqu'un qui marchait, qui parlait, qui mangeait, qui avait toute sa tête, qui n'était ni dans un état comateux. En juillet 2024, sa requête est rejetée. Le tribunal administratif de Papeete donne raison à l'hôpital. Les juges estiment que l'état du patient, marqué par plusieurs pathologies, justifie les choix médicaux effectués durant sa prise en charge. Mais Aline remet en question l'expertise demandée par le tribunal qui évoque une probable embolie pulmonaire. Les premiers examens du dossier médical ne relèvent pas d'embolie pulmonaire ni d'insuffisance cardiaque. Devant la Cour administrative d'appel de Paris, elle conteste la fiabilité de cette expertise, pointant des lacunes et des imprécisions. Il manquerait aussi des informations d'une journée complète d'hospitalisation. On n'a aucun relevé du scope de toutes ces constantes. La moindre des choses, quand on a un suivi médical, on sait qu'il faut relever tout ça. Donc il n'y a aucun relevé de ces constantes, donc taux de saturation, la tension, le pouls, il n'y a aucun de la journée du 31 août lorsqu'il a été hospitalisé. Et le 1er septembre, à 7 h du matin, donc, l'hôpital m'appelle pour me dire que j'aille au chevet de mon mari parce que il n'y a pas de solution. Il allait donc partir, il allait mourir. Au cœur du dossier, le placement de son mari sous sédation profonde après un jour d'hospitalisation. La justice administrative a finalement considéré que l'établissement aurait dû informer la famille dans les conditions exigées par la loi. Cette sédation terminale, ils m'ont dit qu'ils m'ont averti. Mais averti comment? Ils ne m'ont jamais averti. Ce qu'ils ont marqué dessus, averti, oui, ils m'ont averti, venez au chevet de votre mari. Ce n'est pas la même chose, nuance, ok? Jamais j'aurais accepté. S'ils m'ont demandé, je n'aurais pas accepté qu'on lui pratique ça. Tu vois, de mettre fin subitement à sa vie. J'aurais préféré qu'il meure normalement, tu vois. Pour Aline, cette condamnation ne fera pas revenir son époux, mais elle représente la reconnaissance des questions et des doutes qu'elle soulevait depuis le début de la procédure. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. La grève se poursuit à Nurest Papara. Après une semaine de blocage, aucune avancée notable alors que l'autorisation d'occuper le site communal arrive bientôt à son terme. Chez les grévistes, l'inquiétude grandit. Laure Philibert et Mataï Horey sont allés à leur rencontre. Qu'ils attendent une conciliation entre Nurest Catering Polynésie, délégataire installé à Papara, leur syndicat, et la commune. Ces grévistes sont découragés. Le 30 juin, la convention qui lie le professionnel de la restauration collective et Papara
arrive à terme. Ce bâtiment qui faisait autrefois office de cuisine centrale ne pourra plus accueillir les 60 salariés affectés sur ce site. Parmi eux, 18 anciens employés de la commune qui ignorent s'ils continueront à travailler pour la société ou s'ils seront réintégrés par leur administration d'origine. Tikita est la dernière à avoir rejoint les effectifs. Ça vient aussi de la mairie parce qu'il n'y a pas de discussion. Hein. En plus, on ne voit pas, ils ne sont pas là. Hein. On ne va pas continuer comme ça. Hein. Au moins, je ne sais pas, quelqu'un de la mairie, plus à notre direction, hein, qui fasse quelque chose, quoi. Hein. Enfin, qui se parle. Hein. La commune, qui ne souhaite plus s'exprimer sur ce dossier, dément être liée aux 18 employés affectés à la cantine de Papara. Car depuis la première convention de délégation de services publics, 16 des 18 personnels ont changé. Mais le syndicat CSIP avance une autre analyse. Signourest n'assure plus la préparation des repas servis dans les écoles de Papara. Que deviendront ces agents ? Pour les autres employés, ils devraient être réaffectés sur le site de Faaa, qui accueille déjà 200 travailleurs. Quant aux 8 CDD, ils n'ont aucune perspective de reprise. Depuis ce matin, l'équipe prépare son éventuel départ. Ça commence à transférer petit à petit certains clients qu'on a. Et peut-être par la suite, je pense c'est la totalité, quoi. Ou sinon une fin de production de la cuisine. Quand on a des CDD qu'ils étaient avec nous plus de 2 ans et qu'ils apprennent qu'à la fin du mois, c'est fini pour eux, quoi. La question est à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Initialement prévu aujourd'hui, il est reporté à la semaine prochaine, date de l'échéance de l'autorisation d'occupation du terrain. La CSIP envisage un recours en référé pour ouvrir les débats. Clap de fin pour HelloScoot et ses scooters jaunes. Lancée en 2021, l'entreprise cesse son activité, fragilisée par les vols à répétition, le vandalisme et une procédure judiciaire en cours. Une dizaine de salariés se retrouvent sans emploi et les usagers de Tahiti perdent une solution de mobilité. Louis Rival Perkins, Rarahumaha Ashiong. HelloScoot, c'est terminé. Pas parce qu'on n'a plus de clients, pas parce qu'on est en cessation de paiement. Et parce qu'à un moment, il faut savoir regarder la réalité en face. Après 5 ans d'activité en Polynésie, l'entreprise de location de scooters en libre service, lancée en 2021, met fin à son aventure. En cause, une série de vols et d'actes de vandalisme qui ont lourdement impacté la société. Batteries dérobées, scooters volés ou dégradés, les pertes sont estimées à près de 5 millions de francs. Certaines batteries volées auraient même été réutilisées sur des vélos électriques. Mais pour HelloScoot, les difficultés ne s'arrêtent pas là. À cela s'est ajoutée une procédure judiciaire toujours en cours avec un loueur de la place qui a énormément fragilisé l'entreprise. Sans rentrer dans les détails du dossier qui est toujours en cours d'instruction, cela a créé énormément de tensions pour une petite structure comme la nôtre. Une page qui se tourne, mais Arthur Secaldi espère pouvoir en écrire une autre. Mais c'est pas pour autant une fin, j'ai appris énormément avec HelloScoot. Et aujourd'hui, je vais m'appliquer à pouvoir partager ce savoir avec les entreprises polynésiennes qui le veulent. À bientôt, Maruru Nana. Les scooters jaunes ne défileront plus dans les rues de Tahiti. La société a mis en vente aujourd'hui tous ses équipements et matériels situés à Mamao, au siège de l'entreprise. Avec la fin d'HelloScoot, Tahiti perd une solution de mobilité qui avait fait ses preuves. Des milliers de clients ont utilisé ces scooters. Au milieu des 14 000 startups réunies à Vivatech, le plus grand rendez-vous tech d'Europe organisé à Paris, 4 entreprises polynésiennes ont tenté de se faire une place. Un déplacement pour gagner en visibilité, élargir leur réseau et peut-être faire naître de nouveaux partenariats. Reportage à Paris de Pierre Lamarque. Depuis 2016, le salon Vivatech consacré à l'innovation technologique se déroule à Paris. On y découvre les technologies de demain pendant 4 jours de conférences et démonstrations. Vivatech, c'est le temple en Europe du futur. Parce qu'aujourd'hui, on parle du CES de Las Vegas, mais l'Europe, c'est ici. C'est ici qu'elle se construit, c'est ici qu'elle se fabrique, c'est ici qu'elle rêve. Et c'est ici qu'on peut voir que demain existe à travers des solutions européennes et indépendantes. Cette année, 4 startups ont fait le déplacement depuis le Fénois. On est un studio de sous-traitance en modélisation 3D et en développement d'expériences immersives. Linacre, c'est une société basée à Fakarava qui fait du recyclage et de la valorisation de nacre.
Nous sommes partis il y a quelque temps de Polynésie avec l'intention de révolutionner le monde, enfin de rendre chaque citoyen digitalement libre. Les startups ont été sélectionnées pour représenter le Fénois dans le cadre de l'appel à projet Cap sur Vivatech 2026. Ce voyage leur permet de renforcer leur réseau, de trouver des financements et de développer de nouveaux partenariats. Ça permet un peu de sortir du cadre, de s'enrichir, de voir aussi les freins qu'on peut rencontrer, échanger avec des institutions, des groupes, des VC, des investisseurs, et donc arriver à avoir une vision beaucoup plus élargie du potentiel de ton projet. Cette année, Hugues Cochard, fondateur de Polynacre, a fait une belle rencontre. À Vivatech, c'est l'opportunité de rencontrer des gens sur lesquels on peut faire des alliances, des partenariats, travailler avec des gens qui sont proches de notre secteur. Ici, il y a quelqu'un qui fait la même chose que nous, avec des huîtres françaises. Pour Stéphanie Mareva Fayou, présidente d'Innovation Outre-mer, la venue au salon est l'occasion de mettre en avant des savoir-faire. Son objectif est de faire émerger de nouvelles entreprises ultramarines. Nos ambitions, c'est de faire émerger des champions et de montrer que ce territoire, et notamment la Polynésie, sont des leaders sur certains secteurs. Et un secteur évident pour la Polynésie, c'est la mer. Cette année, le salon Vivatech a accueilli 14 000 startups. Parmi elles, l'entreprise de demain sera peut-être polynésienne. Après les solutions de demain, retour au savoir-faire ancien. On retourne à Raiatea à la rencontre d'un agriculteur qui travaille au rythme du calendrier lunaire et perpétue les pratiques transmises par les ancêtres. Ces joyaux de la nature seront à retrouver dès jeudi au Matete Fénois d'Erarumatei. On voit cela avec Jessica Doucet. Depuis 17 ans, Antoine Rodier cultive près de 4 hectares de produits bio sur les terres domaniales à F'Arwa, un métier passion qu'il exerce au quotidien entre fleurs tropicales, arbres fruitiers et cultures vivrières. Les fleurs ont longtemps été son activité principale. Au puits, oiseaux de paradis ou roses de porcelaine sont vendus toute l'année aux fleuristes et aux hôtels de l'île. Beaucoup de variétés de fleurs est très demandées en ce moment. C'est plutôt les hauts puits qui sont trop demandés parce que ce sont les fleurs qui sont les plus costauds pour faire les bouquets. Ça tient au moins une semaine, les fleurs. Et les oiseaux paradis, toutes les variétés d'oiseaux paradis. Au fil du temps, l'agriculteur a diversifié sa production. Fruits de la passion, pamplemousse, citron et papaye sont aujourd'hui livrés chaque semaine au commerce, aux cantines et aux établissements touristiques. Parce que chaque semaine, nous avons des grands paquebots qui arrivent chez nous et ils ont besoin de ravitailler tout ce qui est en nourriture, en fruits, même en fleurs aussi. Ambitieux, il s'est également lancé dans la culture de tubercules géants, 17 variétés de taro, 17 de bananes, 11 d'igname et 3 variétés de patates douces, des produits qu'il présentera lors du Matete Fénois, mais aussi à la foire agricole de Tahiti en septembre prochain, avec l'espoir de mettre en valeur le savoir-faire des producteurs des îles sous le vent. Depuis que je suis entré dans les concours agricoles, j'ai un peu étudié le calendrier lunaire et je dis merci, beaucoup merci à nos Tupuna qui nous ont offert cela pour nous aujourd'hui. Et je pense que si nous tous nous allons suivant le calendrier lunaire, nous serons vraiment étonnés du résultat qu'on aura. Parce que les Tupuna, ils ont vraiment beaucoup étudié sur la nature. Une passion pour la terre qu'Antoine Rodier partagera avec le public à partir du 25 juin prochain à Raiatea. Et puis, la plus belle fleur de France est de retour sur sa terre natale. Hinaupoko Devez est arrivée hier soir et remettra sa couronne de Miss Tahiti ce week-end. Mais avant de retrouver la scène, un accueil digne de ce nom lui a été réservé. Léa Gugelman était sur place. C'est un retour très attendu. Hinaupoko a retrouvé le Fénois, sa famille et les Polynésiens, sous les colliers de fleurs et le sourire du public. Une arrivée chargée en émotions pour celle qui s'apprête à vivre l'un des temps forts de son règne, transmettre sa couronne
lors de l'élection de Miss Tahiti. C'est une autre étape, on va dire, de l'aventure Miss France. À mon tour, voilà, de remettre mon titre de Miss Tahiti et justement de transmettre aussi tout ce que moi j'ai appris et puis de les accompagner après à Miss France 2027. Chaque élection est unique, chaque région met en avant son élection à sa façon. Hâte de découvrir la thématique, de voir un petit peu les tableaux, le travail organisé par tout le comité Miss Tahiti, tous les partenaires, et puis hâte de voir aussi les filles se révéler sur scène. Ça, c'est surtout très important pour moi, j'ai aucune exigence. Chaque Miss est unique, entre guillemets, et la prochaine Miss Tahiti aura son histoire, son parcours et sa volonté de vouloir faire du mieux qu'elle peut. À ses côtés, Camille Cerf, marraine du concours national. L'ancienne reine de beauté participera également au jury chargé de désigner celle qui représentera la Polynésie à l'élection de Miss France. Alors là, je sais que l'élection de Miss Tahiti, c'est une élection incroyable. Elle est retransmise à la télévision. Tous les Polynésiens la suivent. Ils attendent de connaître la Miss Heiva et aussi la Miss Tahiti qui représentera la Polynésie française au concours de Miss France. Donc c'est hyper important et j'espère qu'on va avoir un joli show et qu'on aura aussi des belles représentantes. Plusieurs qui se démarquent, franchement, elles sont très très belles. J'ai déjà 2-3 candidates que je vais suivre avec plus d'intérêt. On verra ça. Après, j'attends de les voir en vrai. Seront également présents dans le jury Marc Lavoine et Adriana Carambeu pour départager les 10 prétendantes au titre de Miss Tahiti. Et pour découvrir qui succédera à Hina Opoko, rendez-vous ce vendredi 26 juin à la mairie de Pierre. Une triste nouvelle avant de se quitter. Le monde du Va'a perd l'un de ses anciens, Tavi Pirifonia, plus connu sous les surnoms de Papi Tavi ou Papi Nyanya, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Père de 5 enfants, grand-père de 15 petits-enfants et arrière-grand-père de plus de 10 arrière-petits-enfants. Il laisse derrière lui le souvenir d'un homme profondément lié à la rame. Il a notamment présidé le club de Fa'ava'a où il transmettait sa passion. Son enterrement est prévu demain au cimetière de Saint-Hilaire. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Dans quelques instants, votre magazine To'o Whenua To'ora vous emmène au 59e Salon des Marquises, puis 2 épisodes de la série NCIS Los Angeles et un nouveau numéro d'enquête exclusive. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.